Imaginez une journée d'été étouffante. L'air semble immobile. Le soleil écrase tout ce qu'il touche. Vous transpirez. Beaucoup. Mais cela ne vous inquiète pas vraiment. Après tout, votre corps est conçu pour supporter la chaleur. Du moins, c'est ce que la plupart des gens pensent. Pourtant, quelque part dans le monde, à cet instant précis, quelqu'un est en train de franchir une frontière invisible. Une frontière dont il ignore totalement l'existence. Quelques minutes plus tôt, cette personne marchait, travaillait ou faisait du sport normalement. Maintenant, son cerveau commence à perdre sa capacité à penser clairement. Son cœur accélère, sa température interne grimpe, et un mécanisme de survie vieux de millions d'années lutte désespérément pour empêcher une catastrophe. Le plus troublant, c'est que le corps peut parfois donner l'impression qu'il gère parfaitement la situation, jusqu'au moment où il ne la gère plus du tout. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, un coup de chaleur n'arrive pas comme un interrupteur que l'on allume. C'est une histoire qui se déroule minute après minute, cellule après cellule, organe après organe. Et lorsque les premiers signes deviennent évidents, le processus est aujourd'hui déjà bien avancé. Ce qui rend le coup de chaleur particulièrement dangereux, c'est que son véritable champ de bataille reste invisible. La plupart des gens voient une personne rouge, fatiguée ou désorientée. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Les vaisseaux sanguins se modifient, le cerveau reçoit des signaux d'alerte, le cœur tente d'augmenter ses performances, les reins commencent à manquer de ressources. Des milliards de cellules essaient de maintenir leur équilibre alors que la température continue de grimper. C'est comme si toute une ville essayait de continuer à fonctionner alors que son système de refroidissement principal tombe progressivement en panne. Au début, personne ne remarque vraiment le problème. Puis, les premières disturbations apparaissent. Les lumières vacillent, les systèmes ralentissent, les erreurs se multiplient, et soudain, toute l'infrastructure approche du point de rupture. Le plus fascinant, c'est que votre corps possède normalement des capacités extraordinaires pour éviter ce scénario. Chaque seconde, il mesure votre température, il ajuste votre circulation, il contrôle votre transpiration, il redistribue l'énergie là où elle est la plus nécessaire. La plupart du temps, ces mécanismes sont remarquablement efficaces. Vous ne les remarquez même pas. Mais lors d'une chaleur extrême, une question cruciale apparaît. Que se passe-t-il lorsque la chaleur entre dans votre corps plus vite qu'elle ne peut en sortir? À quel moment l'inconfort devient-il un danger? Pourquoi certaines personnes récupèrent-elles rapidement alors que d'autres s'effondrent brutalement? Et surtout, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de votre cerveau, de votre cœur et de vos cellules lorsque la température continue de monter? Pour répondre à ces questions, nous allons suivre le parcours d'un corps humain exposé à une intense chaleur, minute après minute, comme si nous pouvions entrer à l'intérieur et observer chaque réaction biologique en temps réel. Et ce voyage commence par quelque chose qui paraît totalement banal, une simple augmentation de température. Mais derrière cette sensation familière se cache l'un des systèmes de survie les plus impressionnants du corps humain. Et c'est précisément là que notre histoire commence. Car avant de comprendre comment un coup de chaleur peut devenir mortel, il faut comprendre comment votre corps tente d'empêcher qu'il se produise. Tout commence bien avant le danger. En réalité, dès que votre température interne augmente légèrement, votre corps détecte le changement presque instantanément. Au plus profond de votre cerveau se trouve une petite structure appelée l'hypothalamus. À peine plus grosse qu'une amande, elle agit comme le thermostat central de votre organisme. Sa mission est simple, maintenir votre température autour de 37 degrés, ni trop chaude, ni trop froide. Et lorsque la chaleur extérieure devient agressive, l'hypothalamus comprend immédiatement qu'un problème se prépare. Imaginez un centre de contrôle surveillant en permanence des milliers de capteurs répartis dans tout le corps. La peau envoie des informations, les vaisseaux sanguins envoient des informations, les organes internes envoient des informations. Partout, les signaux convergent vers ce centre de commande. Puis, l'ordre est donné. Refroidissement maximal.
En quelques secondes, les vaisseaux sanguins situés sous votre peau commencent à se dilater. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Le sang est progressivement détourné vers la surface du corps. Pourquoi? Parce que le sang transporte aussi la chaleur. En l'amenant près de la peau, le corps tente de l'évacuer vers l'environnement. C'est comme ouvrir toutes les fenêtres d'une maison qui commence à surchauffer. Cette stratégie fonctionne remarquablement bien, du moins au début. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre visage devient souvent rouge lorsqu'il fait très chaud. Plus de sang circule près de la surface, plus de chaleur peut potentiellement être évacuée. Mais ce n'est que la première ligne de défense. Quelques instants plus tard, une arme encore plus puissante entre en action, la transpiration. Des millions de glandes sudoripares commencent à produire de minuscules gouttelettes d'eau. À première vue, cela semble banal. Pourtant, ce mécanisme est l'une des innovations biologiques les plus extraordinaires de l'évolution humaine. Car la sueur ne refroidit pas le corps lorsqu'elle apparaît, elle le refroidit lorsqu'elle s'évapore. Chaque goutte qui quitte votre peau emporte avec elle une petite quantité de chaleur. Des milliers, puis des millions de gouttes. Encore et encore. Comme si votre corps utilisait de l'eau comme un système de climatisation portable. Pendant ce temps, votre cœur reçoit également un nouvel ordre. Travailler davantage. Beaucoup davantage. Car maintenant, il doit accomplir plusieurs tâches simultanément. Continuer à alimenter les muscles, maintenir le cerveau, soutenir les organes vitaux et envoyer une quantité croissante de sang vers la peau. Le rythme cardiaque augmente même si vous êtes immobile, même si vous êtes assis. Même si vous ne faites aucun effort particulier, votre cœur travaille déjà plus dur qu'à l'habitude. La plupart des gens ne réalisent même pas que cela se produit. Ils sentent seulement qu'ils ont chaud. Mais à l'intérieur, une immense opération logistique est déjà en cours. Pour l'instant, le système fonctionne. La température monte légèrement, puis redescend. L'équilibre est maintenu. Le corps garde le contrôle. Et c'est précisément ce qui rend la situation trompeuse. Parce qu'à ce stade, tout semble normal. Vous transpirez, vous avez soif, vous êtes un peu fatigué. Rien qui paraisse alarmant. Pourtant, sans que vous le sachiez, chaque minute passée dans cet environnement chaud consomme davantage de ressources, davantage d'eau, davantage de circulation sanguine, davantage d'énergie et surtout davantage de marge de sécurité. Car votre système de refroidissement n'est pas infini, il possède des limites que beaucoup de personnes atteignent sans même s'en rendre compte. Puis, un autre problème commence à apparaître, un problème que peu de gens associent à la chaleur, l'humidité. Lorsque l'air est déjà saturé en eau, la sueur s'évapore beaucoup moins efficacement. Imaginez essayer de sécher une torvinelle sous une pluie fine. Même si vous continuez à la secouer, elle reste humide. La même chose arrive à votre peau. Vous continuez à transpirer, mais le refroidissement devient de moins en moins efficace. Soudain, votre meilleur système de défense commence à perdre de sa puissance. Et c'est ici que la situation devient intéressante, car le corps n'est pas encore en danger, mais il commence à comprendre qu'il pourrait bientôt l'être. Pour compenser, il pousse tous ces mécanismes un peu plus loin. Le cœur bat plus vite, la transpiration augmente, les vaisseaux se dilatent davantage. Les réserves d'eau diminuent, et pendant un certain temps, cela suffit. Mais la chaleur continue d'arriver, minute après minute, sans relâche. Et bientôt, le corps va découvrir une réalité inquiétante. Parfois, même les meilleurs systèmes de survie finissent par atteindre leurs limites. Et lorsque cela se produit, la température interne commence à grimper beaucoup plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Dans la prochaine partie, nous allons voir ce qui arrive lorsque les mécanismes normaux de refroidissement commencent à perdre la bataille contre la chaleur. Pendant un certain temps, le corps parvient à maintenir l'équilibre. La chaleur entre, la chaleur sort. Le système tient bon. Mais imaginons maintenant que la personne reste sous un soleil écrasant, ou qu'elle continue à travailler, ou à courir, ou simplement à rester dans un environnement où l'air chaud l'entoure comme une couverture invisible. Minute après minute, la chaleur continue de s'accumuler, et progressivement, quelque chose change. Le corps dépense plus d'énergie pour se refroidir qu'il n'en a jamais dépensé auparavant. Le cœur accélère encore, la transpiration augmente, la respiration devient légèrement plus rapide. Mais malgré tous ces efforts, les gains deviennent de plus en plus faibles. C'est un peu comme essayer d'écoper un bateau qui prend l'eau. Au début, quelques coups de seau suffisent,
puis l'eau entre plus vite qu'elle ne sort, et soudain, le problème n'est plus la fuite, le problème est la vitesse à laquelle elle s'aggrave. À l'intérieur du corps, la même logique commence à apparaître. La température interne atteint 38 degrés, puis 38,5, puis 39. Cela peut sembler être une différence minime. Après tout, quelques degrés seulement séparent une journée normale d'un coup de chaleur sévère. Mais pour les cellules humaines, ces quelques degrés représentent un changement colossal, car tout leur univers biologique dépend de cet équilibre. Les protéines doivent conserver leur forme, les enzymes doivent conserver leur efficacité, les membranes cellulaires doivent rester stables. Lorsque la chaleur augmente trop, cet équilibre commence à vaciller. Imaginez une usine remplie de milliers de machines parfaitement réglées. Chaque machine possède une température optimale de fonctionnement. Maintenant, imaginez que la température de toute l'usine augmente progressivement. Les moteurs chauffent, les composants se dilatent, les performances diminuent, les erreurs apparaissent. C'est exactement ce qui commence à se produire dans les cellules du corps. Pour se défendre, elles activent alors un mécanisme remarquable, les protéines de choc thermique, en anglais Heat Shock Proteins. Ces molécules sont comme des équipes d'urgence spécialisées dans la protection cellulaire. Leur rôle est de réparer les protéines endommagées par la chaleur et d'empêcher certaines structures essentielles de s'effondrer. C'est l'une des raisons pour lesquelles le corps peut survivre à des épisodes de chaleur importants. Il possède ses propres équipes de réparation intégrées. Mais ces équipes ont elles aussi leurs limites. Plus la température monte, plus la charge de travail devient importante. Et pendant ce temps, un autre problème apparaît. La déshydratation. Chaque goutte de sueur utilisée pour vous refroidir provient de vos réserves d'eau. Au début, vous avez simplement soif. Puis, le volume sanguin commence à diminuer. Le sang devient légèrement plus concentré. Le cœur doit fournir davantage d'efforts pour maintenir la circulation. Et soudain, un paradoxe inquiétant se développe. Le corps a besoin d'envoyer du sang vers la peau pour évacuer la chaleur, mais il a aussi besoin de préserver l'irrigation du cerveau, des reins et des autres organes vitaux. Ces deux objectifs commencent à entrer en conflit. Le système de refroidissement demande plus de circulation, les organes demandent plus de circulation, mais les ressources deviennent limitées. C'est là que la chaleur cesse d'être simplement un problème thermique, elle devient un problème de distribution, un problème de priorité biologique. Qui doit recevoir le sang disponible? La peau, le cerveau, les muscles, les reins? Le corps tente de satisfaire tout le monde, mais progressivement, cela devient impossible. De nombreuses personnes ressentent alors les premiers signaux, des signaux souvent ignorés, une fatigue étrange, une sensation de faiblesse, des étourdissements lorsqu'elles se lèvent, une difficulté croissante à maintenir leur performance, une impression que chaque mouvement demande davantage d'efforts. Beaucoup attribuent ces sensations au simple inconfort. Pourtant, elles racontent une histoire beaucoup plus importante. Elles indiquent que les mécanismes de compensation commencent à travailler près de leurs limites. Et ce qui rend cette situation particulièrement dangereuse, c'est que la victime peut encore croire qu'elle contrôle parfaitement la situation. Elle marche, elle parle, elle continue son activité. Elle pense que tout va bien. Mais à l'intérieur, les marges de sécurité disparaissent rapidement. Puis survient un phénomène encore plus inquiétant. L'organe qui coordonne toute cette opération commence lui aussi à souffrir de la chaleur. L'organe qui surveille les dangers, qui prend les décisions, qui évalue les risques. Le cerveau. Et lorsque le cerveau commence à surchauffer, les conséquences deviennent bien plus dangereuses que la simple fatigue. Car la première chose que la chaleur peut altérer, ce n'est pas votre force, c'est votre capacité à comprendre que vous êtes en danger. Jusqu'à présent, le corps se bat. Il lutte, il compense, il s'adapte. Mais une vérité biologique fondamentale commence à émerger. Le cerveau est lui aussi un organe physique. Et comme tous les autres organes, il possède une température optimale de fonctionnement. Lorsqu'il fait très chaud, nous avons souvent tendance à penser au cœur, aux muscles, à la transpiration. Pourtant, l'un des premiers systèmes réellement menacés est celui qui contrôle tous les autres. Votre cerveau. À première vue, cela paraît surprenant. Le cerveau ne représente qu'environ 2% du poids corporel, mais il consomme près de 20% de l'énergie disponible au repos. C'est une machine extraordinairement active. Des milliards de neurones échangent des signaux électriques en permanence. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque décision, chaque mouvement dépend de cette activité. Et cette activité elle-même produit de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Normalement, le cerveau dispose de son propre système de refroidissement.
Le sang qui circule en continu évacue une partie de cette chaleur. Mais lors d'une exposition prolongée à une température extrême, ce système commence à être mis sous pression. Le sang est déjà fortement sollicité, les ressources deviennent limitées. Et pendant que le reste du corps tente de survivre, le cerveau commence à fonctionner dans un environnement de plus en plus hostile. Au début, les changements sont subtils, presque invisibles. Vous avez plus de mal à vous concentrer, vous oubliez certaines choses, vous devenez plus distrait, vous relisez une phrase plusieurs fois, vous prenez davantage de temps pour répondre à une question simple. La plupart des gens n'y prêtent aucune attention. Pourtant, ces petites erreurs racontent déjà une histoire. L'histoire d'un cerveau qui commence à perdre en efficacité. Puis, quelque chose d'encore plus étrange apparaît. Le jugement commence à se dégrader. C'est là que la situation devient particulièrement dangereuse, parce que le cerveau n'est pas seulement responsable de la pensée, il est aussi responsable de l'évaluation du danger. En d'autres termes, l'organe censé détecter le problème est lui-même affecté par le problème. Imaginez un pilote d'avion qui commencerait progressivement à perdre la capacité de lire correctement ses instruments. Plus la situation devient critique, moins il est capable de comprendre à quel point elle est critique. C'est exactement ce qui peut arriver lors d'un coup de chaleur. Certaines personnes continuent à courir, certaines continuent à travailler, certaines refusent de s'arrêter. Certaines ignorent complètement les signaux d'alerte. Non pas parce qu'elles sont courageuses, mais parce que leur cerveau devient progressivement moins capable d'évaluer correctement la situation. C'est l'un des paradoxes les plus inquiétants du coup de chaleur. Plus le danger augmente, plus la capacité à reconnaître ce danger peut diminuer. Puis, les symptômes deviennent plus visibles. La confusion apparaît. Les phrases deviennent moins cohérentes. Les réactions ralentissent. La coordination se dégrade. Les décisions deviennent irrationnelles. Parfois, la personne semble simplement fatiguée. Parfois, elle paraît désorientée. Parfois, elle agit de manière totalement inhabituelle. Et derrière ces comportements se déroule une véritable crise neurologique. Car les neurones sont extrêmement sensibles aux variations de température. Lorsque la chaleur devient excessive, les signaux se dérèglent. Les signaux deviennent moins riables. Les circuits fonctionnent moins efficacement. Le cerveau tente de maintenir l'ordre, mais ses performances diminuent progressivement. À ce stade, beaucoup de spectateurs pourraient imaginer que tout le problème se résume au cerveau qui surchauffe. Et c'est précisément ici que se trouve la plus grande surprise de toute cette histoire. Car le cerveau n'est en réalité qu'une partie du problème, une partie visible, une partie spectaculaire. Mais pendant que l'attention se concentre sur les symptômes neurologiques, une autre crise se développe discrètement ailleurs dans le corps. Une crise que même de nombreux professionnels de santé considéraient autrefois comme secondaire. Aujourd'hui, nous savons qu'elle joue un rôle majeur dans le coup de chaleur. Et cette révélation change complètement notre compréhension du phénomène. Parce qu'à partir d'un certain seuil, le coup de chaleur n'est plus simplement une question de température. Il devient une réaction en chaîne impliquant le système immunitaire, l'intestin, la circulation sanguine et pratiquement tous les organes du corps. Autrement dit, le véritable danger ne vient pas seulement de la chaleur elle-même. Le véritable danger apparaît lorsque tout l'organisme commence à réagir à cette chaleur comme à une catastrophe biologique. Et une fois ce processus enclenché, les événements peuvent accélérer beaucoup plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Pendant longtemps, le coup de chaleur a été perçu comme un problème relativement simple. Le corps chauffe, la température monte, les organes souffrent. Fin de l'histoire. Mais au fil des décennies, les chercheurs ont découvert quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus fascinant. La chaleur n'est pas seulement un ennemi direct, elle peut aussi déclencher une réaction biologique en cascade qui transforme progressivement l'ensemble du corps. C'est ici que notre compréhension moderne du coup de chaleur change radicalement. Car le véritable tournant ne se produit pas uniquement dans le cerveau. Il se produit dans un endroit auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Votre intestin. Oui, votre intestin. À première vue, cela semble étrange. Quel rapport peut-il exister entre une chaleur extrême et votre système digestif? Pour comprendre, il faut revenir quelques heures en arrière.
Depuis le début de l'exposition à la chaleur, le corps a pris une décision stratégique. Il a envoyé une grande partie de son sang vers la peau afin d'évacuer le maximum de chaleur possible. Cette décision est logique, elle est même vitale, mais elle a un coût. Car lorsque davantage de sang est envoyé vers la peau, certains autres tissus reçoivent un peu moins d'attention. Parmi eux, l'intestin. Pendant un certain temps, ce compromis fonctionne, puis la chaleur continue. La déshydratation augmente, le volume sanguin diminue davantage, et les cellules intestinales commencent à subir un stress croissant. Imaginez les parois intestinales comme une immense bordure hautement sécurisée. Chaque jour, elles séparent l'intérieur de votre corps du contenu de votre tube digestif. Des milliards de bactéries vivent dans cet environnement. La plupart sont utiles, certaines sont neutres, d'autres pourraient devenir problématiques si elles franchissaient cette bordure. Heureusement, la barrière intestinale est extrêmement efficace, du moins lorsqu'elle est en bonne santé. Mais sous l'effet d'une chaleur extrême et d'une circulation sanguine réduite, cette barrière peut commencer à perdre de son intégrité. Pas de manière spectaculaire, pas instantanément, mais suffisamment pour permettre à certaines molécules indésirables de traverser. Et c'est là que la situation prend une tournure inattendue. Le système immunitaire détecte ces intrusions, puis il réagit, comme il le ferait face à une menace. Des molécules inflammatoires sont libérées. Des signaux d'alerte se propagent dans la circulation sanguine. L'organisme entre progressivement dans un état d'inflammation généralisée. Autrement dit, le corps ne lutte plus seulement contre la chaleur, il commence aussi à lutter contre les conséquences biologiques de cette chaleur. C'est la grande révélation. Le coup de chaleur n'est pas simplement une surchauffe, c'est une crise systémique, une crise où plusieurs systèmes essentiels commencent à se perturber mutuellement. La chaleur augmente l'inflammation perturbe la circulation compromise augmente le stress cellulaire aggrave les dommages et le cycle continue. Cette réaction en chaîne explique pourquoi certaines personnes peuvent sembler relativement stables pendant un certain temps, puis se détériorer très rapidement. Parce qu'à partir d'un certain seuil, plusieurs mécanismes se renforcent mutuellement. Le problème cesse d'être linéaire, il devient exponentiel. Pendant ce temps, le cœur continue de travailler à un rythme élevé, les reins tentent de préserver l'eau restante, le cerveau lutte pour maintenir la clarté mentale, le système immunitaire s'active, les cellules de tout l'organisme déploient leurs protéines de choc thermique pour limiter les dommages. C'est comme si toute une ville mobilisait simultanément les pompiers, les ambulances, la police, les équipes de maintenance et les services d'urgence. Pendant un moment, cette mobilisation massive fonctionne, mais aucune ville ne peut fonctionner éternellement en mode catastrophe, et aucun organisme ne peut maintenir indéfiniment cet état d'urgence biologique. C'est ici qu'apparaît une vérité souvent méconnue. La plupart des victimes ne s'effondrent pas parce qu'un seul organe cesse brutalement de fonctionner. Elles s'effondrent parce que les mécanismes de compensation atteignent progressivement leurs limites. Chaque système continue de se battre, mais tous commencent à manquer de marge. Et lorsqu'il ne reste plus de marge, le point de bascule approche. Un point où la température interne peut dépasser 40 degrés, un point où les protéines cellulaires commencent à perdre leur structure, un point où les réactions chimiques fondamentales de la vie deviennent de plus en plus difficiles à maintenir, un point où chaque minute compte. Et ce qui se passe ensuite ressemble moins à une personne qui a simplement trop chaud qu'à un organisme entier qui lutte contre un effondrement physiologique généralisé. Car lorsque cette bordure critique est traversée, l'organisme entre dans la phase la plus dangereuse du coup de chaleur, la phase où les compensations ne suffisent plus. La phase où l'effondrement peut sembler soudain, même s'il se prépare en réalité depuis des heures. Jusqu'à maintenant, le corps a tenu. Il a résisté. Il a repoussé les limites. Mais chaque système de survie possède un seuil, un moment où les mécanismes de compensation ne parviennent plus à suivre. Pour le coup de chaleur, ce moment survient souvent lorsque la température interne approche ou dépasse les 40 degrés Celsius. Un seul degré, parfois deux, c'est tout ce qui sépare un organisme sous pression d'un organisme en crise. Cela peut sembler insignifiant. Après tout, lorsque la température extérieure passe de 30 à 32 degrés, la différence paraît modeste. Mais à l'échelle des cellules humaines, ces quelques degrés supplémentaires changent complètement les règles du jeu. À ce stade, le corps n'essaie plus simplement de maintenir son confort, il lutte pour préserver ses fonctions vitales. Imaginez un ordinateur qui surchauffe.
Au début, les ventilateurs accélèrent, puis le système ralentit certaines tâches, puis il ferme des programmes, et finalement, s'il ne parvient plus à évacuer la chaleur, il s'éteint. Le corps humain tente d'éviter cette issue à tout prix, mais il est soumis aux mêmes lois fondamentales de la physique. La chaleur continue de s'accumuler et les dommages cellulaires s'accélèrent. Les protéines commencent à perdre leur structure tridimensionnelle normale. C'est ce qu'on appelle la dénaturation. Or, les protéines sont partout. Elles transportent l'oxygène, elles produisent l'énergie, elles transmettent les signaux, elles réparent les tissus, elles permettent aux cellules de fonctionner. Lorsque leur structure se déforme, leur efficacité diminue. Et lorsque suffisamment de protéines sont affectées, les cellules commencent à perdre leur capacité à maintenir l'ordre interne. Certaines survivent, certaines s'arrêtent, certaines meurent. Pendant ce temps, les membranes cellulaires deviennent également plus vulnérables. Les barrières qui normalement séparent l'intérieur et l'extérieur des cellules deviennent moins stables. L'équilibre chimique devient plus difficile à maintenir. C'est comme si les murs de milliers de petites usines commençaient à se fissurer simultanément. Mais ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est la vitesse à laquelle tout peut évoluer. Car pour le spectateur, le phénomène pourrait paraître lent et progressif. La réalité est souvent différente. Pendant un certain temps, les compensations masquent le problème. Puis plusieurs mécanismes atteignent leurs limites presque en même temps. Et soudain, les symptômes explosent. La confusion devient évidente, la démarche devient instable, les réponses deviennent incohérentes. La personne peut sembler désorientée, parfois apathique, parfois incapable de comprendre ce qu'on lui dit. Ces signes sont extrêmement importants, car ils indiquent que le cerveau est désormais directement affecté. Et lorsqu'une personne présente une altération de l'état mental dans un contexte de température extrême, il s'agit d'une urgence médicale. À ce stade, le danger ne se mesure plus uniquement en degrés, il se mesure en minutes. Car pendant que le cerveau lutte, le cœur continue son marathon, depuis parfois de plusieurs heures. Il bat vite, très vite, tentant simultanément d'alimenter les organes vitaux et d'évacuer la chaleur. Mais même le cœur possède des limites. La déshydratation réduit le volume sanguin disponible. Chaque battement doit compenser davantage. Chaque minute exige davantage d'efforts. Et pendant ce temps, les reins ne reçoivent pas assez de sang qu'ils le souhaiteraient. Eux aussi entrent en mode survie. Ils tentent de conserver chaque goutte d'eau possible. Chaque ressource devient précieuse. Chaque décision physiologique devient un compromis. Et c'est précisément cela qui rend le coup de chaleur si redoutable. Ce n'est pas l'échec d'un seul système, c'est l'épuisement simultané de plusieurs systèmes essentiels. Le cerveau, le cœur, les reins, la circulation, le système immunitaire, les cellules, tous travaillent au maximum, tous essaient de gagner du temps. Mais le temps devient la ressource la plus rare. Puis survient parfois l'effondrement. Vu de l'extérieur, il paraît brutal. Une personne marche, puis vacille, puis tombe. Mais en réalité, cet effondrement est l'aboutissement d'une longue bataille invisible, une bataille que le corps a menée avec une sophistication extraordinaire. Et c'est ici que l'histoire pourrait sembler désespérée, mais elle ne l'est pas. Car même à ce stade critique, le corps possède encore une chance qui dépend d'un facteur essentiel, la vitesse à laquelle la chaleur peut être retirée. Car lorsque le refroidissement commence suffisamment tôt, certains mécanismes qui semblaient s'effondrer peuvent encore être inversés. Et la différence entre quelques minutes peut parfois changer complètement l'histoire. À ce stade de notre histoire, chaque minute compte. Pas au sens figuré, au sens littéral. Parce qu'une fois qu'un véritable coup de chaleur est installé, le facteur le plus important n'est plus la cause du problème. C'est la vitesse à laquelle le corps peut être refroidi. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir à ce qui se passe à l'intérieur. À cet instant, les cellules sont soumises à un stress thermique intense. Les protéines de choc thermique travaillent à pleine capacité. Le système immunitaire est activé. Le cœur tourne à haut régime. Le corps entier essaie de gagner du temps. Encore quelques minutes, encore quelques degrés évités, encore une petite chance de revenir vers l'équilibre. C'est comme un bâtiment en feu. Au début, les systèmes anti-incendie peuvent contenir les flammes. Mais plus l'incendie dure, plus les dégâts deviennent difficiles à réparer. Le même principe s'applique ici. La chaleur n'est pas seulement un événement, c'est un processus. Et plus ce processus se prolonge, plus les dommages potentiels augmentent. La bonne nouvelle, c'est que le corps possède une remarquable capacité à récupérer lorsque la température est abaissée rapidement. De nombreuses cellules qui semblaient en difficulté peuvent retrouver leur fonctionnement normal. L'inflammation peut diminuer, la circulation peut s'améliorer,
Le cerveau peut progressivement retrouver sa clarté, mais pour cela, il faut interrompre la spirale. Rapidement. Très rapidement. C'est pourquoi, dans les situations d'urgence, les professionnels de santé considèrent souvent le refroidissement comme une priorité absolue. L'objectif n'est pas seulement d'hydrater, l'objectif est d'évacuer la chaleur accumulée le plus vite possible. Certaines méthodes sont particulièrement efficaces. Par exemple, immerger le corps dans de l'eau froide permet de transférer la chaleur vers l'environnement à une vitesse impressionnante. La physique travaille alors en faveur du patient. La chaleur quitte le corps, la température interne commence à redescendre et chaque fraction de degré gagnée représente une victoire biologique. D'autres stratégies peuvent également aider. Placer la personne dans un environnement frais, retirer les vêtements superflus, favoriser la circulation de l'air, appliquer des moyens de refroidissement adaptés, mais derrière toutes ces interventions se cache le même objectif, réduire la température centrale le plus tôt possible. Parce qu'il existe une réalité fascinante concernant le corps humain. Il est souvent capable de supporter des agressions considérables, à condition que celles-ci ne durent pas trop longtemps. Ce n'est pas seulement l'intensité de la chaleur qui compte, c'est aussi sa durée. Une cellule peut survivre à une situation difficile pendant un certain temps, mais si cette situation persiste, ses chances diminuent. Le même principe s'applique à l'échelle des organes, et même à l'échelle de l'organisme entier. C'est pourquoi les spécialistes parlent souvent d'une véritable course contre la montre. Chaque minute de refroidissement efficace réduit la durée pendant laquelle les tissus sont exposés à des températures dangereuses. Et cette différence peut être déterminante. Pourtant, il existe un autre aspect souvent méconnu. La récupération ne s'arrête pas lorsque la température redevient normale. En réalité, une deuxième phase commence. Une phase plus discrète, moins spectaculaire, mais tout aussi importante. La phase de reconstruction. Car après être survécu à une chaleur extrême, le corps doit réparer. Réparer les protéines dommagées, rééquilibrer l'inflammation, restaurer la circulation normale, récupérer les réserves d'eau et d'électrolytes, stabiliser le fonctionnement du cerveau et rétablir l'équilibre de dizaines de systèmes physiologiques. Certaines de ces adaptations peuvent prendre des heures, d'autres plusieurs jours, parfois davantage. Le corps ne revient pas instantanément à la normale. Comme après une tempête, il doit reconstruire. Et cette capacité de reconstruction est peut-être l'un des aspects les plus impressionnants de toute cette histoire. Parce que malgré la violence du défi, malgré les limites atteintes, malgré les systèmes poussés à l'extrême, l'organisme continue à chercher l'équilibre. Toujours. Encore et encore. Mais cette incroyable capacité d'adaptation soulève une question plus profonde. Pourquoi avons-nous besoin d'un système aussi sophistiqué pour gérer la chaleur ? Pourquoi l'évolution a-t-elle investi autant de ressources dans cette bataille permanente contre la température? Et qu'est-ce que cette lutte nous révèle sur l'intelligence extraordinaire du corps humain? Lorsque nous entendons l'expression « coup de chaleur », nous pensons souvent à un échec, à un corps dépassé, à un organisme incapable de faire face à son environnement. Mais après avoir suivi cette histoire depuis le début, une autre réalité apparaît, une réalité beaucoup plus fascinante. Le véritable miracle n'est pas que certains corps finissent par succomber à une chaleur extrême. Le véritable miracle est que la plupart du temps, ils y résistent. Pensez à tout ce qui s'est produit au cours de cette aventure invisible. Une légère augmentation de température a été détectée. Le cerveau a analysé la situation. Les vaisseaux sanguins se sont modifiés. Le cœur a augmenté son activité. Les glandes sudorales se sont activées. Les cellules ont déployé leurs protéines de protection. Le système immunitaire s'est préparé. Les organes ont ajusté leurs priorités. Des milliards d'événements coordonnés se sont produits sans que vous ayez eu besoin d'y penser une seule seconde. Pas une décision consciente, pas un effort volontaire, pas une commande de votre part. Votre corps a tout organisé lui-même. Et il le fait chaque jour, à chaque instant, même maintenant, alors que vous écoutez ces mots. Il est facile d'oublier à quel point cela est extraordinaire. Nous remarquons généralement notre corps lorsqu'il souffre, lorsqu'il nous limite, lorsqu'il tombe malade, mais nous oublions souvent tout ce qu'il accomplit lorsqu'il fonctionne correctement. La chaleur nous rappelle cette vérité, car elle expose l'immense travail silencieux qui se déroule en permanence à l'intérieur de nous. Elle révèle que la survie n'est pas un état passif, c'est un processus actif, une négociation constante entre le corps et son environnement, une conversation ininterrompue avec le monde extérieur. Et cette conversation est devenue encore plus importante aujourd'hui. Partout sur la planète, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues, plus intenses.
Des millions de personnes sont désormais exposées à des températures que les générations précédentes rencontraient rarement. Comprendre le coup de chaleur n'est donc pas seulement une curiosité scientifique, c'est une compétence, une forme de connaissance pratique. Car beaucoup de danger provient précisément de ce que nous ne voyons pas. Le cerveau qui commence à perdre en lucidité, la déshydratation qui s'installe progressivement, la température interne qui grimpe silencieusement, les marges de sécurité qui disparaissent sans bruit. Reconnaître ces signaux précocement peut faire la totale différence. Et cela commence souvent par quelque chose de très simple. Écouter son corps, prendre au sérieux la fatigue inhabituelle, les étourdissements, la confusion, les maux de tête, la sensation que quelque chose ne fonctionne plus normalement. Ces signaux ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des messages, des informations biologiques, le langage que votre organisme utilise pour vous avertir qu'il approche de ses limites. Car votre corps possède une intelligence remarquable. Mais cette intelligence fonctionne mieux lorsqu'elle reçoit aussi votre coopération, lorsqu'elle reçoit de l'eau avant que la déshydratation ne s'installe, lorsqu'elle reçoit du repos avant l'épuisement, lorsqu'elle reçoit de l'ombre avant la surchauffe, lorsqu'elle reçoit du refroidissement avant que la crise ne commence. En réalité, l'une des leçons les plus importantes de cette histoire est peut-être celle-ci. Le corps humain est incroyablement résistant, mais sa résistance n'est pas infinie. Et comprendre cette différence est une forme de sagesse. Car au fond, le coup de chaleur n'est pas seulement l'histoire d'une température qui monte, c'est l'histoire d'un organisme qui se bat pour préserver l'équilibre. Un équilibre fragile, précieux et absolument essentiel à la vie. La prochaine fois que vous sentirez la chaleur du soleil sur votre peau, souvenez-vous de ce qui se passe derrière cette sensation apparemment ordinaire. Souvenez-vous des milliards de cellules qui travaillent ensemble, des vaisseaux qui se dilatent, du cœur qui accélère, des mécanismes de refroidissement qui s'activent, de cette immense machinerie biologique invisible qui veille sur vous à chaque seconde. Parce que la plupart du temps, vous ne remarquez pas ce travail, et c'est précisément ce qui le rend si extraordinaire. Votre corps passe sa vie à vous maintenir en vie, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Et parfois, comprendre ce qui se passe à l'intérieur est la meilleure façon d'apprécier l'incroyable intelligence qui vous accompagne depuis votre premier bras.